Monsieur le Président de l'Association des maires du Cher, cher Rémy, Monsieur le Président de l'Association des maires de France, cher Jacques, Monsieur le maire de Saint-Amand, cher Thierry, Monsieur le député, cher Louis, Messieurs les ministres, Monsieur le Président du Conseil général du Cher, Mesdames et Messieurs les maires. Rémy vient de me dire qu'il y avait des inquiétudes. Me voilà rassuré, nous sommes en France. Dans mon emploi du temps, il y a assez peu d'endroits où je me rende sans qu'on me dise il y a des inquiétudes. Bien sûr, je suis là pour y répondre et même pour trouver des solutions. Et donc les questions ne vont pas être complaisantes, mais tant mieux. Mais si vous saviez toutes les questions auxquelles je suis confronté, il y a assez peu d'endroits où on me dit ah, on vous a fait venir parce que tout va bien. Et j'ai donc à la fois l'inquiétude qui s'exprime, souvent disant changez rien, et des demandes multiples qui s'expriment, changez tout. J'ai voulu venir devant vous. D'abord parce que mon devoir, c'est de me déplacer, d'aller à la rencontre des gens, de les entendre, de les écouter, de tirer des conclusions de ce qu'ils me disent et d'apporter des réponses. J'étais très heureux d'être au Congrès des maires il y a quelques semaines, mais ce n'est pas la même chose d'être avec vous aujourd'hui à Saint-Amand, à quelques kilomètres seulement du centre géographique de la France, qui a d'ailleurs donné son nom à votre communauté de communes du cœur de France. Mais pour moi, il y a une logique. J'étais dimanche à Addis Abeba, en Éthiopie. Je serai vendredi à Bruxelles. Je suis aujourd'hui avec vous. Les problèmes de la France, dans le monde qui est devenu un village, on y répond tout autant au cœur de l'Afrique de l'Est, pour plaider pour les financements innovants, le développement de l'Afrique, seule façon de réguler l'immigration, la seule. À Bruxelles, pour plaider pour un gouvernement économique européen, une stabilité des cours de matières premières, seule façon de répondre, cher Bruno Le Maire, durablement à la question du revenu des agriculteurs. Et ici, pour parler de la réforme territoriale, de la péréquation des services publics, c'est la même chose. Quelle est la grande différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que nous pouvions vivre dans le siècle précédent? C'est que la France est dans un monde qui bouge à une vitesse stupéfiante. Que le statut de la France, que nos emplois, que notre modèle social, pour le défendre, pour les défendre, il nous faut nous adapter pour survivre dans la compétition d'aujourd'hui. Non seulement garder nos emplois, mais en conquérir d'autres. Au fond, la seule façon de rester fidèle à notre art de vivre et à notre modèle social républicain, c'est d'accepter cette idée qu'il faut changer. Si on reste immobile, nous ne défendrons rien. Et c'est cette première idée que je veux défendre devant vous. C'est qu'être fidèle à l'idée que nous faisons de l'identité de la France, c'est la capacité à nous adapter au monde d'aujourd'hui. Voilà. Nous n'avons pas le choix. Au siècle précédent, on pouvait se dire, on peut faire un mur qui va nous séparer des autres et on continue comme si de rien n'était. Déjà, on avait une première inquiétude au moment de la Seconde Guerre mondiale, quand on avait raconté à nos parents et à nos grands-parents qu'il ne fallait pas qu'ils s'inquiètent, il y avait la ligne Maginot. Ne vous inquiétez pas, dormez tranquille. On sait ce que ça a amené.
Et le monde, à l'époque, n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Je veux vous faire comprendre, ici, il y a des gens de toutes les sensibilités, mais ce n'est pas une question de gauche ou de droite, d'opposition ou de gouvernement. C'est une question incontournable, quels que soient les engagements politiques des uns et des autres. Voilà. Alors on peut dire, on peut avoir la nostalgie. Mais vous-même, dans vos familles, qui, ici, élève ses enfants comme ses grands-parents ont élevé vos parents? Qui pense que les mêmes recettes marcheraient? Et qui pense qu'on peut agir ainsi, comme à l'époque où les femmes étaient à la maison et ne travaillaient pas? Qui rêve aujourd'hui pour sa fille qu'elle rencontre le prince charmant? C'est sûr, je suis sûr, je vous le souhaite. Et qu'elle n'a pas besoin d'avoir un métier dans les mains pour assurer son indépendance devant les aléas de la vie. Qui aujourd'hui? Qui aujourd'hui peut penser ça? Mais ce qu'il en est de votre famille, il en est ainsi de votre commune, de votre département, de votre région et de notre pays. Le choix n'est pas entre l'immobilisme et le mouvement. L'immobilisme, c'est la mort. La façon la plus certaine de détruire le modèle social, la qualité de vie, les valeurs qui sont les nôtres, c'est de rester immobile. Ça, c'est certain. Ça, c'est la mort assurée. Non, le choix, le seul, c'est entre les différentes formules du mouvement. Ce n'est pas entre le mouvement et l'immobilisme. Pour nos emplois, pour nos communes, pour notre pays. Et il y a un lien pour moi entre tous ces déplacements, c'est défendre le modèle français, le convaincre, ce modèle français, de s'adapter pour que la France reste un pays qui compte dans le monde et que demain, vos enfants aient la meilleure formation et que des emplois puissent rester dans des territoires ruraux comme ceux de ce département. Alors, je sais bien que ces changements sont lourds dans un département rural comme le Cher, mais en même temps, je viens de visiter Avignon Céramique. C'est fantastique. Voilà. Cette usine et ses salariés extraordinaires, s'ils avaient continué à fabriquer simplement de la vaisselle, ben ça fait longtemps que l'usine serait fermée. Avec le savoir-faire ancestral, ils fabriquent maintenant des pièces du Rafale, de l'Airbus A380 ou des turbines à vapeur. Voilà, très exactement. Ils se sont adaptés, ils ont investi, ils ont formé leurs collaborateurs. Vous avez gardé votre usine. Au moment où des sociétés comme Aviland ont disparu. La céramique est un excellent exemple de nécessité de changement. Et en même temps, les ouvriers qui travaillent dans ces usines Avignon Céramique, ils continuent leur savoir-faire, ils continuent à travailler la céramique, mais ils travaillent différemment. Et il y a 60% de la production de ce qui se fait ici, dans votre département, qui est vendu à l'étranger. Voilà l'exemple. Alors on aurait pu manifester, protester, on veut rester, on a été formé pour fabriquer des assiettes, on reste fabriquer des assiettes, ça ne nous intéresse pas le reste, parfait. On ferme. On ferme. Voilà la problématique qui est la nôtre. Et dans cette problématique, il faut se poser la question du nouveau rôle que l'État doit jouer pour soutenir nos territoires ruraux. Voilà. Jusqu'à présent, la politique d'aménagement du territoire consistait à mettre sous perfusion le déclin territorial. Je m'explique. Il s'agissait que vous continuiez à mourir, mais que ça soit le moins douloureux possible. D'ailleurs, je regarde ça avec le chômage.
Nombre de demandes qui me sont présentées consistent à faire que le chômage soit le moins douloureux possible. Ce que je pense, mes chers compatriotes, c'est que la meilleure façon que le chômage soit pas douloureux, c'est de permettre à celui qui est au chômage de trouver un emploi. Et qu'il vaut bien mieux mettre tout l'argent pour qu'il trouve un emploi plutôt que tout l'argent pour qu'il ait des indemnités au chômage. Je ne conteste pas naturellement, mais naturellement, la nécessité d'indemniser celui qui est au chômage. Je dis simplement que pour les territoires ruraux qui s'en allaient mourants, comme pour le chômeur qui n'a pas de travail, la question n'est pas d'accompagner la mort, la question c'est de permettre à celui qui est au chômage ou au territoire en déclin de trouver de nouvelles raisons d'espérer et de nouvelles raisons de réagir. Alors, premier sujet d'inquiétude, les élus et nous, la taxe professionnelle. Rassurez-vous, Jacques m'a parlé de vos inquiétudes. Et il les a relayées. Mais Jacques, tu peux leur dire qu'est-ce que je t'ai répondu? En 25 ans, retenez ce chiffre, en 25 ans, la France a perdu 1,5 million d'emplois industriels. 1,5 million. Ça concerne des gouvernements de gauche et des gouvernements de droite. 1,5 million. Je vous pose la question. On continue ou on arrête? Les élus qui sont attachés, ce que je peux parfaitement comprendre, à la taxe professionnelle, le jour où il n'y a plus d'usine dans votre territoire, elle sera où, la taxe professionnelle? Quand j'ai fait ma campagne présidentielle en 2007, tout le monde me disait « il faut arrêter les délocalisations ». Parfait. Les mêmes qui me disaient « il faut arrêter les délocalisations » me disaient « il ne faut pas toucher à la taxe professionnelle ». Y a-t-il pas une contradiction? La taxe professionnelle n'existe pas en Europe, la France. Comment convaincre le propriétaire d'une usine de maintenir l'usine sur le territoire français si la récompense du maintien de l'usine sur le territoire français, c'est de payer une taxe qu'il ne paye nulle part ailleurs? Et que dire des régions frontalières, Monsieur le ministre et mon ami Philippe Richert? Quand vous êtes en Alsace, qu'il suffit de faire 3 kilomètres pour passer de l'autre côté de la frontière, où il n'y a pas de taxe professionnelle, ça les fait pas rire. Donc je sais parfaitement qu'en m'attaquant à la question de la taxe professionnelle, je me suis attaqué à quelque chose de complexe. D'ailleurs, si ça n'avait pas été complexe, les autres l'auraient fait à ma place. Mais à l'arrivée, ça renforce la compétitivité de la France. Pareil pour la réorganisation des services publics, on en parlera. Je voudrais qu'on ne fasse pas, avec cette affaire de service public, la même erreur qu'avec les 35 heures. Je m'explique. Avec les 35 heures, on a raisonné sur le travail en quantité, en ignorant totalement le débat sur la qualité. Comme si il suffisait de travailler 35 heures pour être heureux au travail. Mais travailler 35 heures dans un travail qu'on n'aime pas, c'est une catastrophe. Et travailler plus dans un travail qu'on adore, c'est fantastiquement épanouissant. Eh bien, s'agissant des services publics, la question qui se pose n'est pas le statut de la ville et le nombre d'établissements publics que vous pourrez additionner. Ce qui se pose, c'est la qualité de l'offre, plutôt que le nombre des implantations. Plutôt que d'avoir un bureau de poste dans telle ville ou tel village qui reçoit une personne par jour, est-ce que ce n'est pas mieux de donner un peu de chiffre d'affaires en plus aux derniers commerçants du village? Ce qui fait que le bureau de poste sera ouvert dans le commerce, ça gêne qui? Ça renforce le chiffre d'affaires du commerçant et ça permet de maintenir du service public. Ce qu'on a fait avec la Poste et les 17 000 points de contact sur le territoire, je souhaite qu'on le fasse avec d'autres services publics. Enfin, est-il impossible de penser que celui qui est compétent pour tenir un bureau de poste avec 1 ou 2 clients par jour ne peut pas être compétent pour répondre à un certain nombre de questions sur la sécurité sociale, sur EDF ou sur d'autres services? Est-ce que ce n'est pas intéressant de former des fonctionnaires, j'ose le mot, de façon polyvalente pour maintenir le service public dans chacun de nos villages? Qui peut penser qu'on pourra vous garantir
une brigade de gendarmerie, un bureau de poste, un bureau de la sécurité sociale, une trésorerie dans chaque village de France? La polyvalence n'est-elle pas une solution aujourd'hui, y compris pour la qualité de vie des fonctionnaires? Arrêtons de raisonner toujours en quantité, raisonnons en qualité. Bien sûr, vous m'interrogerez sur la réforme territoriale. Mais là aussi, j'ai été toute ma vie un élu. Et j'ai aimé ce travail d'élu, profondément. Profondément. Et je connais les servitudes, les avantages, les joies du métier de maire extraordinaire. Mais qui peut me dire que le système que nous connaissions était pertinent? Excusez-moi, refaisons l'histoire. Commune, intercommunalité, pays, département, région, État, Europe. Tous avec la compétence générale. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a là une des raisons qui fait que nous avons plus de dépenses que les autres? Et vous, les élus des territoires ruraux, vous connaissiez absolument les procédures et la façon et le guichet où il fallait déposer un dossier? Tout ça a été lumineux de logique et de cohérence. Et le contribuable, on me dit c'est le contribuable local, attention, mais c'est le même. Le contribuable qu'il paye à la commune, au département, à la région ou à l'État, c'est le même. Avec cette histoire que les départements ont la légitimité historique, n'est-ce pas, cher Éric et chers amis, et les régions ont la logique et la légitimité économique. Les techniciens m'ont dit il faut en supprimer un. Non, on les a rapprochés. Vous aurez un conseiller territorial qui portera les intérêts du terrain, de la structure cantonale à laquelle je suis très attaché, à la fois au niveau de la région et du département. Un interlocuteur, un dossier. Est-ce que vous croyez, par ailleurs, que si j'avais expliqué aux Français que nous doublions le nombre d'élus, on aurait été populaire? Vous pensez que c'est ce qu'ils attendent, les gens? Qu'ils pensent qu'il n'y a pas assez d'élus? Qu'il en faut davantage? Qu'il n'y a pas assez de dépenses? Qu'il en faut davantage? Est-ce que vous croyez qu'un seul Français souhaite qu'il arrive à la France ce qu'il arrive à la Grèce, à l'Irlande, au Portugal? Je n'ai pas été élu pour ça. Je n'ai pas été élu pour ça. Je ne l'ai pas été élu. Ce n'est pas l'idée que je me fais de notre pays. Je répondrai bien sûr à toutes les questions sur cette affaire. Alors vous allez me dire, vous avez des dotations pour 3 ans. Oui. Oui, je l'assume. C'est mon devoir. Je vais m'en expliquer. À la suite de la crise de 2008, les recettes fiscales de l'État, en quelques semaines, ont diminué de 22%. Tout d'un coup. Tout d'un coup. L'État garantit aux collectivités locales 99 milliards d'euros. Nombreux sont ceux qui m'ont dit il faut donc diminuer de 20% les dotations aux collectivités. On ne l'a pas fait. Mais qui peut penser que l'État, la sécurité sociale, doivent s'imposer des règles de bonne gestion et que les collectivités ne pourraient pas se les imposer? Bien sûr qu'il est plus facile pour moi de dire oui que de dire non, mais il y a des maires dans la salle. Il y en a des dizaines, des centaines peut-être. Combien de fois dites-vous oui à vos adjoints et non à vos adjoints? C'est les adjoints qui disent oui. Mais le maire doit faire la cohérence d'ensemble. Il doit dire non. Parce qu'avec l'addition des demandes des adjoints, des conseillers, qui ne font que relayer les demandes de la population, vous avez de quoi faire 10 fois votre budget. Ben moi, je fais exactement le même travail que vous.
des adjoints et des ministres. Et on doit bien sûr trancher et dire non. Donc je suis prêt à répondre aux questions là-dessus, mais je voudrais vous donner juste un exemple. Vous savez que l'Allemagne est un pays fédéral, les Länder y ont un rôle considérable. Eh bien, la quasi-totalité des ressources des Länder, ce sont des dotations de l'État. L'État allemand a gelé à l'euro près les dotations accordées aux Länder. Certains Länder ont pris la responsabilité de passer leurs engins de 35 à 42 heures. Ce n'est pas ce que je propose. Je vous demande simplement de réfléchir à ce qui se passe ailleurs et de réfléchir à ce qui se passe chez nous. Simplement d'y réfléchir. En tout cas, avec le Premier ministre, nous avons pris des engagements de rétablir la finance des comptes de la France. Nous les tiendrons. Il n'y a pas d'autre solution. Ou alors, la France ne sera plus un pays indépendant. Enfin, j'ai bien noté les demandes sur les pôles d'excellence. Je suis d'autant plus attaché au PER, cher Rémi, que tu les as évalués et que je les ai créés à l'époque au ministère des Finances. Pour le Cher, vous avez déjà 10 pôles d'excellence qui ont été labellisés, dont 4 au titre de la deuxième génération. Je veillerai bien sûr à ce que les dossiers soient sélectionnés. Je pose juste une ligne rouge. Si nous prenons de nouveaux pôles, ça veut dire que les ministres, et notamment le ministre de l'Aménagement du Territoire, aient le courage de délabelliser les pôles qui ne font pas le travail. Et vous me comprenez bien, là aussi, il faut être honnête. Ça ne peut pas être à tous les coups l'on gagne. Si on veut aider, soutenir, favoriser les pôles d'excellence qui marchent, voire les multiplier, ceux qui ne travaillent pas et qui ne font pas ce qu'il faut avoir le courage, cher Philippe, de les délabelliser. Je crois que c'est extrêmement important de le faire. J'aurais bien d'autres choses à vous dire, mais je préfère répondre à vos questions sur la péréquation, sur les normes, sur la difficulté du travail d'élus, mais je pense que ça sera plus vivant si je réponds à vos questions plutôt que de vous imposer un long discours préliminaire, même si vous l'avez compris, j'ai voulu vous parler avec beaucoup de sincérité. Merci, Monsieur le Président, pour vos propos tout à fait pédagogiques. Et je voudrais laisser maintenant la parole aux élus. Tout d'abord, sur les questions de réforme territoriale, et je vais laisser la parole à Monsieur Pierre-Étienne Goffinet, maire d'Avord, président de la communauté de communes de la Septaine. Merci, chers collègues. Monsieur le Président, nous avions jusqu'à la récente réforme territoriale une règle simple en matière d'élection des organes délibérants des EPCI, puisqu'il était composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres, en leur sein au scrutin secret et à la majorité absolue. Des délégués suppléants étaient désignés de la même façon. La loi sur la réforme territoriale, votée en novembre 2010, prévoit à l'occasion des prochaines élections municipales un scrutin de liste avec fléchage des conseillers communautaires. Ce dispositif suscite quelques inquiétudes de la part des élus du Cher. En effet, Monsieur le Président, ne risque-t-on pas de politiser une élection qui ne l'était pas jusqu'à présent? À partir de quel seuil d'habitants trouvez-vous pertinent de mettre en place ce scrutin de liste? Et pouvez-vous, sans préjuger du futur texte de loi qui définira les modalités d'organisation de ce scrutin, nous expliquer votre vision de cette problématique du fléchage et de la question sous-jacente de la suppléance des conseillers communautaires et de leur fléchage? Sur le schéma départemental de coopération intercommunale, le texte de loi prévoit une révision du SDCI fin 2011. Le représentant de l'État dans chaque département doit faire des propositions à la commission départementale de coopération intercommunale
CDCI, qui devra ou non approuver le schéma proposé. Ce texte prévoit en outre de terminer la carte de l'intercommunalité pour les communes isolées et de rationaliser la couverture intercommunale par des fusions de CDC inférieures à 5 000 habitants. Il semblerait même que certaines communautés de communes de plus de 5 000 habitants se verraient dans l'obligation de rejoindre des CDC plus importantes. Cette fusion quasi-obligatoire inquiète les élus, qui estiment que cette obligation pourra venir casser la dynamique intercommunale, mise en place souvent dans la difficulté. Le risque étant, en finale, un rejet du fait intercommunal. Merci, Monsieur le Président. Bon, vous posez deux questions très importantes. La première, le mode de scrutin. On va se parler très, très franchement. Je me suis opposé à l'élection au suffrage universel des intercommunalités parce que j'ai pensé, Jacques, que le conflit de souveraineté vous mettrait dans une situation épouvantable. Épouvantable. Et c'était la mort des communes. Ben bien sûr, parce que si on élit au suffrage universel direct, comprenez-moi, les intercommunalités, celui qui est élu sur toute l'interco a une légitimité très grande par rapport à celui qui est élu dans son village. Il y avait des demandes de ce côté-là. On s'est mis d'accord, on l'a refusé. En revanche, nous avons voulu renforcer la légitimité des conseillers communautaires par le fléchage sur les listes. Hein ? Les premiers de liste seront ceux qui iront à la communalité et à l'interco et dans le village. Alors après, il y a la question du seuil, notamment pour le scrutin de liste. Franchement, ce n'est pas très facile, hein, monsieur le maire, parce que actuellement, il est de 3500. Et l'association des maires me dit le seuil est trop élevé. Et oui, parce qu'il y a le problème de la parité et des sensibilités. Hein ? Ben, évidemment, la parité et les sensibilités avec la liste, c'est plus facile que sur un scrutin qui serait uniquement uninominal. Donc, pour favoriser la parité et les sensibilités, on a descendu le seuil à 500 habitants. Et un projet de loi a été déposé et mis au Sénat. On me dit aujourd'hui que c'est trop bas. Regardez comme c'est simple. 3500, c'était trop haut. 500, c'est trop bas. Bon. Eh bien, je pense que les parlementaires vont trancher la question. Après tout, ce n'est pas au gouvernement, hein, je le dis à Philippe comme à Bruno. Moi, vous savez, moi, je ne veux pas mettre la pagaille dans les communes de 500 habitants. Je dis simplement, avec vos parlementaires, essayez de trouver un consensus. On sera très ouvert là-dessus. Voilà. Mais quand j'ai entendu la demande à 3500, on tombe à 500. Maintenant qu'on a... Bon, vous allez me faire le coup de vous mettre d'accord à 1800, mais je fais attention parce qu'il faut que ça soit une norme qui existe. Mais enfin, le gouvernement fera confiance aux parlementaires, toutes tendances politiques confondues, pour que cette question soit résolue. Alors, sur les intercommunalités, en 1999, Jean-Pierre Chevènement a eu la bonne intuition. L'intercommunalité est une réponse formidable aux défis de la cohésion des territoires ruraux et de la compétitivité. Mais je regarde ce que ça a donné depuis 1999. 15 500 syndicats. 15 500 syndicats intercommunaux. 2000 EPCI à fiscalité propre. 371 pays. Je ne parlerai pas du Cher, mais enfin qui compte quand même 170 syndicats. Bon. Dans le même temps, les effectifs de fonctionnaires des établissements de coopération en fiscalité propre ont augmenté de 64%. Et les effectifs des communes augmentaient de 3%. Est-ce qu'on peut continuer comme cela ? Franchement, quand on a présenté à nos compatriotes le système intercommunal, on a dit
c'est pour faire des économies au niveau du système communal. C'est ce qu'on a dit, tous. Tous. Ne faisons pas de débat idéologique. Regardons les chiffres. Ça explose de tous les côtés. Donc, il faut supprimer les doublons constatés, des gens qui remplissent les mêmes missions sur des territoires identiques. La carte intercommunale sera réorganisée d'ici à fin juin 2013, Monsieur le maire. Comment va-t-on faire? Commission départementale de coopération intercommunale, qui vont être renouvelées d'ici à la fin de ce trimestre. Les préfets doivent élaborer le schéma départemental, mais le préfet n'imposera pas ses choix aux élus qui disposeront d'une capacité de blocage et d'initiative à la majorité des 2/3. Et quand il y aura situation, monsieur le maire, de blocage dans un département, on fera remonter le dossier pour voir comment on peut trouver consensus. Voilà, j'essaie d'être le plus honnête possible. Je ne peux pas vous promettre que partout, chacun fera comme il veut. Parce que faire comme il veut, voilà ce que ça a donné. Mais je vous promets qu'on ne plaquera pas une vision administrative donnant au préfet la totalité du pouvoir sans vous entendre. Hein? Notre rêve, c'est qu'on arrive à trouver un consensus dans vos départements. La seule ligne rouge que je fixe, c'est la réorganisation. Voilà, c'est tout. On va prendre le temps, on va faire la commission, vous y participerez, vous aurez une capacité de blocage et d'initiative, je vous le promets, mais on arrivera à la réorganisation. Voilà. Il ne s'agit pas de passer, monsieur le maire, d'un excès à l'autre, de tout détruire. Au contraire, je crois à l'intercommunalité. Simplement de remettre les choses un peu dans le droit chemin. Il y a les 2/3 des communes de France qui appartiennent au moins à 4 syndicats. J'ai toujours été pour le maintien des communes. Les 36 500 communes, je pense que ça fait partie de la richesse démocratique de notre pays. Mais on ne peut pas... Si chacun... 2/3 à 4 syndicats. Si on laisse faire, on va se retrouver dans un système extraordinaire. La France a créé 1 million de postes de fonctionnaires de plus depuis entre 1990 et 2007. Comment voulez-vous que nous puissions financer tout cela? 1 million. Je ne me souviens pas qu'au début des années 90, la France était sous-administrée. Mais c'est vous qui payez cela. C'est la compétitivité de nos entreprises qui est en jeu. On me fait grand reproche parce que nous avons diminué de 150 000 le nombre de fonctionnaires depuis mon élection. Mais je m'étais engagé à cela, à ne pas remplacer un départ sur 2 à la retraite pour retrouver des marges de manœuvre. La France n'investit pas assez et a trop de dépenses de fonctionnement. 1 million de fonctionnaires en plus entre 1990 et 2007. Ce n'est pas possible, ce n'est pas raisonnable. Vous voyez la logique, la cohérence de ce... Là aussi, ce n'est pas de l'idéologie. Il faut retrouver des marges de manœuvre et avec ces marges de manœuvre, investir pour le numérique, investir pour la recherche, investir pour les universités, mais arrêter d'investir pour des emplois marchands et arrêter de penser qu'on peut, à l'inverse du monde, multiplier les emplois de fonctionnaires dont on a besoin par ailleurs, qui sont des gens compétents, honnêtes, dévoués. Et alors évidemment, comme on fait encore le choix de la quantité, ils ne sont pas assez payés. Voilà, très exactement comment ça va se faire. Merci pour votre gentil sourire à la fin, ce qui fait que mon effort n'a quand même pas été totalement inefficace. Mais... Merci. Et je vous assure, Rémi, je vous assure, les Français nous seront reconnaissants de ce travail de réorganisation et de rationalisation. Vous le sentez bien dans vos communes les uns et les autres. L'exaspération du contribuable contre les dépenses, la gabegie, les doublons, les incompréhensions. Excuse-moi. Merci, Monsieur le Président. Une question de Philippe Moisson, maire de Saint-Loup-des-Chaumes, sur les blocs de compétences, la clarification des blocs de compétences. Merci, Philippe. Merci Rémi. Monsieur le Président, puisque vous venez de parler d'investissement, je me propose d'y revenir donc sur la clarification des blocs de compétences.
Monsieur le Président, dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales, il est prévu qu'une clarification des blocs de compétences de ces collectivités intervienne prochainement. Face aux difficultés financières structurelles de certaines collectivités territoriales, une telle clarification semble en effet urgente à mettre en place. Monsieur le Président, devons-nous comprendre que la clause de compétence générale serait remise en cause pour certaines collectivités? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Dans l'affirmative, quels seraient ces futurs blocs de compétences dédiés à chaque collectivité? Dans le cas, par exemple, des conseils généraux, alors que certains d'entre eux semblent en grande difficulté financière, la compétence aide aux communes serait-elle mentionnée? Cette aide aux communes n'étant pas aujourd'hui une compétence obligatoire, les maires ruraux s'inquiètent de son éventuelle disparition dans le futur texte de loi. Cette aide permet un accompagnement financier indispensable à la réalisation de projets structurants pour répondre aux besoins de la population et au maintien, voire au développement d'activités économiques, comme par exemple le BTP. Monsieur le Président, alors que les conseils généraux se sont toujours définis comme les grands frères des communes, que va-t-il advenir de cette aide financière qui est vitale à la réalisation de nos projets d'aménagement communaux, sachant que nos collectivités rurales n'ont pas les moyens financiers de les réaliser seules et que ces aides sont un soutien à l'économie locale, les collectivités locales étant le premier investisseur du secteur voirie et BTP. Monsieur le Président, je vous remercie. Bon, quel est le problème, monsieur le maire? Départements et régions dépensent jusqu'à 20 milliards d'euros chaque année pour les mêmes secteurs et les mêmes compétences. Donc non seulement nous sommes le seul pays du monde qui a tant de strates administratives, mais de surcroît, chacune aspire, exige la compétence générale. Quelle est la conséquence de la compétence générale? C'est la demande générale. Bien sûr, si la région est compétente pour tout, tous les groupes qui ont à demander quelque chose s'adressent à la région en disant « c'est votre compétence, vous payez ». Et la région ne peut pas faire autre chose que de céder. Niveau département, c'est pareil. Compétence générale, donc demande générale. Mais oui, mais mettez-vous à la place de nos compatriotes. La moindre association qui croit à son sujet, s'il y a compétence générale, elle fait tous les guichets et elle demande à chaque fois. Et alors en plus, le système est pervers, car comme la culture de l'évaluation existe très peu dans notre pays, chaque année on recommence, l'inflation en plus. C'est-à-dire qu'une demande obtenue par une association une année, c'est une demande qui doit être pérennisée, sauf à humilier profondément la personne à qui vous l'avez donnée. C'est un droit de l'obtenir, c'est un scandale de la retirer. Vous connaissez ça, naturellement. Ce n'est pas possible que vous n'ayez pas vécu cette expérience que j'ai vécue 10 000 fois. C'est-à-dire que le remerciement pour la subvention octroyée dure 2 secondes et demie. Dans le fond, il n'y a même pas de remerciement, il n'a fait que son devoir. Le retrait devient la marque de votre incompréhension notoire de la problématique défendue par la dite institution ici. Bon. Et chaque année. Et ça, qui que nous soyons, on a connu cela. Et avec cela, ça augmente. Nous avons voulu y mettre un terme. Comment? Nous considérons, je prends mes responsabilités, monsieur le maire, je ne vais pas me cacher derrière le petit doigt, qu'il y a 2 niveaux de compétences générales légitimes. Le niveau communal qui reste le niveau de proximité de tous les jours. J'estime que c'eût été une grave erreur de retirer la compétence générale aux communes. D'ailleurs, la compétence générale à la commune devient notable quand on retire la compétence générale au département et à la région. Mais comprenez-moi, si tout le monde a la compétence générale de la commune n'a pas de sens. S'il n'y a que la commune qui a la compétence générale, à ce moment-là, nous renforçons l'influence de la commune. La réforme
territoriale, c'est d'abord une réforme qui renforce la commune, qui devient le seul échelon local à compétence générale. Puis il y en a un deuxième, c'est l'État. Bien sûr. Donc, très clairement, monsieur le maire, nous serons dans un système à 2 échelons de compétences générales, l'échelon le plus proche du terrain, la commune, et l'échelon étatique. Le département et la région, dans le cadre du débat au Parlement, auront chacune de ces collectivités des compétences attribuées. Mais déjà, que le département et la région fassent tout ce pourquoi ils sont compétents, c'est pas si mal, mon Dieu. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, croyez-moi. Mais il est écrit nulle part qu'ils doivent faire la même chose. J'ai été président de conseil général. Et comme on n'était pas de même famille politique avec la région, on se voyait une fois tous les 2 ans. Mais comme on avait compétence générale, on intervenait sur tout. Et qu'on ne vienne pas me dire que quand il y a même famille politique aux 2 niveaux, ça va mieux. Je ne rentrerai pas dans des débats qui peuvent être douloureux, mais ça serait bien la seule région où ça se passe comme ça. Donc, départements auront une compétence. Regardez par exemple ce qui se passait sur les affaires scolaires. Le collège pour le département, le lycée pour la région, et quand il y a une cité scolaire, il fallait finir une convention. Est-ce qu'il n'y a pas matière à regrouper les choses? Alors on va faire malgré tout 4 exceptions à cela. Sport, tourisme, culture resteront des compétences partagées. Je le dis à mon ami Serge Lepelletier, que serait le printemps de Bourges si la région Centre, le département du Cher, la communauté d'agglomération Bourges Plus, la ville de Bourges et le ministère de la Culture n'associaient pas leurs efforts. Hein? Donc, je souhaite qu'on mette de l'ordre, mais naturellement, il y a toujours des domaines qui doivent rester de compétences partagées. Il en ira de même pour les aides aux communes. Dans leurs domaines de compétences respectifs, la région et le département pourront participer au financement d'actions conduites par les communes, notamment naturellement les communes rurales. Certes, la loi restreint le cumul des aides pour les communes de plus de 3 500 et les intercos de plus de 50 000 habitants, mais si la région et le département se mettent d'accord sur l'organisation de leurs compétences, la mutualisation de leurs moyens, leur intervention conjointe redevient possible. On essaye, monsieur le maire, d'être pragmatique. Voilà ce que je propose. Donc, et là encore, je voudrais dire aux parlementaires et sous le contrôle des ministres qu'on fera évoluer le texte. Il est fini l'époque où il y avait une loi et on n'y touchait plus pendant un siècle. Voilà, on pose des principes, on remet de l'ordre. Dernier point. Mais on fait évoluer ensuite. Si on a raté quelque chose, s'il faut corriger. Dernier point, beaucoup voulaient supprimer le conseiller général. Moi, je suis attaché au canton. Très attaché au canton. Parce que pour les communes rurales, s'il n'y a plus de canton, le canton dans la ville, on peut en discuter, mais le canton en ruralité, c'est vraiment l'interface indispensable que ne peut pas faire le seul maire d'un village de 50 ou d'une centaine d'habitants. Donc on va redessiner les cantons pour faire le conseiller territorial. Et vous, les maires, vous aurez le conseiller territorial comme interlocuteur qui sera à la fois celui qui porte les dossiers du département et de la région. Ce qui vous fera un interlocuteur. Et vous ne serez pas avec votre mallette en train de courir dans tous les endroits pour aller faire chercher tel dossier ou telle subvention. C'est une rationalisation considérable. Voilà. Ça, c'est les grandes lignes. Et puis, monsieur le maire, s'il faut qu'on fasse évoluer le système, on le fera évoluer. Mais voilà, je pense qu'il ne faut surtout pas d'idéologie en la matière, du pragmatisme, mais que sur les principes, personne ne peut contester la pertinence de cette direction. Bien, Monsieur le Président, nous allons peut-être passer
l'autre thématique sur les finances locales et les normes, et je vous propose qu'il y ait deux questions de suite pour qu'on puisse peut-être être dans notre timing. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur Denis Durand, maire de Bingy-sur-Cran et président de communauté de communes sur les finances locales. Monsieur le Président, en 2009, le gouvernement mettait en place un plan de relance économique et en a fait bénéficier les collectivités locales en leur permettant notamment de gagner une année sur le remboursement de la TVA. Ce plan était pertinent. Il a permis de soutenir l'investissement des communes et l'activité économique du pays, sachant que plus de 70% d'investissement public est réalisé par les collectivités locales. Mais en 2010, le gouvernement décide de geler les dotations aux collectivités locales pour 3 ans, ce qui va faire stagner globalement les investissements et contribuer au fléchissement économique du pays. Le gel, c'est l'immobilisme. Et tout à l'heure, vous nous avez dit l'immobilisme, c'est la mort. Alors, Monsieur le Président, d'abord, pourquoi ce changement radical de politique? Pour les communes rurales, ce gel des dotations est d'autant plus douloureux que les dotations par habitant sont bien inférieures. Elles sont de 64 € pour les communes de 500 habitants, en montant jusqu'à 128 pour les communes, les grandes villes. Donc, pourquoi? Pourtant, au vu des distances, les équipements coûtent plus cher. À titre d'exemple, en matière d'adduction d'eau potable, en zone rurale, nous avons 10 branchements au kilomètre, tandis qu'en ville, on est à 100 branchements. Cette différence de traitement entre communes rurales et communes urbaines est discriminatoire et contraire au principe d'égalité républicaine. Alors, on nous dit qu'il y a la DSR, dotation de solidarité rurale, mais elle ne joue que faiblement son rôle de péréquation. Ne faudrait-il pas plutôt l'appeler dotation de ségrégation rurale, tant elle creuse les écarts entre les chefs-lieux de canton et les autres communes? Monsieur le Président, le gouvernement nous promet l'ouverture d'un grand chantier de la péréquation pour réduire les écarts de richesse entre collectivités et permettre un réel équilibre territorial. Mais toutefois, avant de réaliser la péréquation, ne faudrait-il pas remettre à plat la DGF selon les principes d'égalité républicaine? Merci, Monsieur le maire, et merci de votre franchise. Je vais vous répondre avec la même franchise. On ne peut pas toujours dépenser plus, monsieur. On ne peut pas. L'État, je vous le disais tout à l'heure, a eu 22% de recettes en moins. Vous me demandez de donner plus aux collectivités territoriales. C'est presque 100 milliards d'euros par an que l'État consacre aux collectivités territoriales. Monsieur, vous proposez donc que je creuse le déficit? Je ne peux pas. Non, je ne dis pas que c'est ce que vous proposez, mais ça revient à ça. Je respecte beaucoup. D'abord, j'apprécie que vous soyez là, et nous débattons entre compatriotes. Vous êtes de ceux qui pensent que j'ai tort de ne pas renouveler tous les fonctionnaires? Parfait. D'accord, vous avez le droit, ce n'est pas illégitime de penser ça. Mais sachez que le budget salaire et pension de l'État, c'est le premier budget. Donc, si je ne fais pas d'économie là-dessus, on continue avec les déficits. Les dotations aux collectivités territoriales, 100 milliards, ça doit être le deuxième budget. Je ne fais pas non plus d'économie là-dessus. On fait des économies sur quoi? Sur les petits fours? Je veux bien. Et vous, les élus? Quand vous voyez ce qui se passe en Grèce, en Irlande, au Portugal, est-ce que vous avez envie que la France se comporte comme cela? Ça fait 35 ans, monsieur le maire, que la France présente un budget en déficit. Il faut bien qu'on commence à réduire les déficits quand même. Vous-même, dans votre commune, vous ne pouvez pas faire de déficit, puisque le budget, s'il est voté en déficit, c'est l'État, par le préfet, qui l'empêche. Donc moi j'estime, voyez-vous, c'est un point de désaccord, notons-le, qu'en vous garantissant les mêmes sommes chaque année, on fait déjà un effort substantiel, puisque l'État, lui, n'a pas les recettes qu'il avait les années précédentes. Si j'avais voulu faire du mal aux collectivités territoriales, je vous appliquerais exactement les coefficients de réduction que l'État a du fait de la crise.
Et qui pourrait comprendre, alors qu'il y a tant de demandes sur la santé, dans tous les domaines, qui pourrait comprendre qu'on ne fasse pas ça? Donc l'immobilisme que je visais, ce n'est pas l'immobilisme de la dépense, monsieur le maire, c'est l'immobilisme des déficits. Il faut choisir. Plus de dépenses ou moins de déficits? J'ai choisi. Mais chacun est libre d'avoir une autre idée. Deuxième remarque sur la péréquation. La péréquation, il y a une différence de richesse fiscale de 1 à 1000. De 1 à 1000. Nous avons conduit une action extraordinairement forte, puisque la dotation de solidarité rurale, comme la dotation de solidarité urbaine, vont progresser de 6,2%. Vous dites à juste titre que ça ne couvre pas toutes les dépenses des communes. Mais enfin, si je ne les avais pas fait progresser, vous vous seriez levé en disant c'est un scandale, ou c'est pas normal. Plus 6,2%. Et enfin, l'objectif que nous nous sommes mis avec Philippe Richert, c'est que 2% des recettes fiscales du bloc communal iront désormais à la péréquation, c'est-à-dire 1 milliard d'euros. Simplement, il faut qu'on se mette d'accord sur la péréquation. Parce que le mot fait l'unanimité. Mais après, les modalités, ça, Jacques, c'est une autre affaire. Parce qu'il y a des territoires qui ont plus de recettes parce qu'ils sont battus. Parce qu'ils ont pris des initiatives. Je suis dans une commune où je vois des initiatives multiples. Et le maire, même si c'est mon ami, il me dit « Tu ne vas pas venir me prendre, au nom de l'État et de la solidarité, de la richesse que j'ai créée par le travail de mes concitoyens, pour aller le donner ailleurs, on n'a pas fait le même travail. » Et je suis persuadé que dans la salle, il y en a beaucoup qui pensent cela. Alors évidemment, tout le monde n'est pas la ville de Nice avec la Méditerranée qui rentre dans la ville. Tout le monde n'est pas le département des Hauts-de-Seine accolé à Paris avec les possibilités que ça donne. Donc la péréquation, nous allons la doper avec Philippe Richert. Vous avez raison, il faut le faire. Mais attendez-vous à une sacrée bagarre sur les critères. Parce que les plus dynamiques d'entre vous nous disent « c'est pas normal ». On n'a pas attendu que l'État vienne nous aider pour prendre des initiatives, garder des emplois, créer... Enfin, je pourrais multiplier les exemples positifs de toute tendance politique confondue. Et la récompense, c'est que l'État vient nous prélever des sommes. Voilà. Alors, sans compter tous les problèmes des chefs-lieux de canton. Chefs-lieux de canton, dont certains d'entre vous ont indiqué que c'était injuste, que tout allait. En même temps, hein, le chef-lieu de canton, c'est lui qui scolarise tous les enfants du canton, et que la bibliothèque, il faut qu'elle soit là-bas, le cinéma, la salle de spectacle, il faut qu'elle soit là-bas, et tous les regards se tournent aussi. Hein. Donc, on va aller loin dans la péréquation. Ça sera un débat qu'on aura avec vos associations d'élus. Le point de désaccord, monsieur le maire, que je note, c'est le gel. Je l'assume. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose. Aussi vrai que personne ne reviendra sur la réforme des retraites, parce qu'on n'a pas les moyens. Rassurez-vous, beaucoup vous promettront l'augmentation de vos dotations. Soyez plus lucides que ça. Voilà. Parce que vous savez, l'argent, il ne se fabrique pas. Et les mêmes, vous avez affaire à vos contribuables qui disent nos salaires, ils n'augmentent pas, nos impôts ne doivent pas augmenter. Donc, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour notre pays, c'est en période de crise, de faire bien attention à la façon dont on gère et dont on augmente les dépenses publiques. Mais je note que c'est un désaccord, il est républicain, il est légitime, mais ce point-là, je n'accepterai pas l'idée qu'un jour la France fasse la manche parce que on a tellement de déficits, nos notes seraient dégradées et on se trouverait en incapacité de payer la dette de tous les gouvernements précédents, gauche-droite confondus. Aujourd'hui, nous empruntons à 3,30%. Certains pays d'Europe empruntent à 8%. Au début des années 90, on empruntait à 10%. Voilà.
Donc il faut bien avoir ça en tête. Ce n'est pas une affaire de marché, c'est une affaire de raison. C'est d'ailleurs aussi la raison pour laquelle je ne laisserai jamais détruire l'euro, parce que ça serait trop grave pour notre pays que nous sortions de l'euro et que l'euro soit détruit. Voilà, il y a des points, il y a des lignes. Je crois qu'il faut qu'on ait la sagesse de se dire les choses, et puis vous ferez les choix le moment venu. Mais en ce qui me concerne, le gel, c'est quelque chose sur lequel je ne peux pas revenir, et je ne reviendrai pas. Ça s'appelle le sérieux dans les décisions qu'on a à prendre, même si ce n'est pas facile. Monsieur le Président, donc une question maintenant, Madame Béatrice Damad, qui va nous poser une question sur le problème des normes et de la simplification. Je crois que c'est un sujet que attendent tous les élus. Monsieur le Président, la multiplication des normes est certainement un facteur déterminant dans l'aggravation et la dégradation des finances des collectivités locales. Normes en matière d'équipements sportifs, normes sanitaires, d'accessibilité, environnementale. Nous avons bien noté lors de votre discours prononcé au 93e Congrès des maires de France en novembre dernier que vous souhaitiez ardemment mettre fin à cette accumulation de normes. Le 6 janvier dernier, la commission consultative d'évaluation des normes s'est réunie et a travaillé sur ce sujet au niveau de la restauration scolaire. Mais il semblerait que le décret ad hoc ait du mal à sortir. Monsieur le Président, comment croyez-vous en conséquence que le gouvernement sera en mesure de se prononcer et de légiférer en la matière? De plus, l'article 82 du projet de loi de finances 2011 prévoit l'agrégation de la DGE, dotation générale d'équipement, et de la DDR, dotation de développement rural, en une nouvelle dotation dénommée dotation d'équipement des territoires ruraux, dotée de 615 millions d'euros. Pouvez-vous nous assurer, Monsieur le Président, que les deux dotations réunies ne seront pas réduites par rapport aux dotations précédentes, et nous indiquer à quelle date les préfets de département chargés de la répartition de cette nouvelle dotation recevront la circulaire d'application? Merci, Monsieur le Président. Alors, sur les normes, il en existe 400 000. 400 000 qui s'appliquent aux collectivités locales. Bon. C'est effrayant. Je vous donne, Madame le maire, totalement raison. Ça n'a pas de sens. Nous sommes tous responsables de cela. J'ai demandé d'ailleurs un travail à Éric Deligé, en qui j'ai grande confiance, qui me le remettra sous peu. Voilà ce que, en attendant son travail, voilà ce que je peux vous dire. Premièrement, avec François Fillon, nous avons donc décidé plus aucune norme nouvelle. Et je reviens d'ailleurs à la conversation préalable. On ne peut pas geler les dotations et ne pas geler les normes. Mais enfin, une fois qu'on a gelé les normes, on n'a pas fait le travail qu'il faut faire pour le passé. Alors, je voudrais avancer quelques pistes. Je pense qu'il faut réfléchir à rendre, cher Éric, plus progressive l'application de nos normes, en tenant compte notamment des seuils de population. Dans une commune de 300 habitants comme celle de Lasnay, les impératifs pour les bâtiments publics, consommation d'énergie, accessibilité, sécurité, ne sont pas les mêmes qu'à Bourges. Dire ça, ce n'est insulter personne. Deuxième remarque, concernant les avis, les autorisations rendues par l'administration. Dans certains cas, on donne une autorisation pour 2 ans. Parce qu'on ne peut pas le faire pour plus. Pas être obligé de revenir tous les 2 ans avec le même dossier. Dans d'autres, on demande une multitude d'avis à solliciter, qui sont des avis de pure forme. Je souhaite qu'on applique un principe selon lequel le silence de l'administration, dans un temps donné, vaut acceptation. Troisième remarque, mettre les mêmes critères de place et de sécurité et de mètres carrés dans une commune rurale ou à Paris pour une crèche, ça n'a pas de sens.
pour une école, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, Éric va me remettre son travail d'ici quelques semaines. Il est lui-même président de conseil général, très proche du terrain, et on va aller très loin dans le nettoyage de tout cela. Je souhaite également qu'on mette à plat le droit de l'urbanisme. Il y a un principe français selon lequel nul n'est censé ignorer la loi. Ben, dites donc. J'ai été 20 ans maire, ministre, président de la République. J'en connais beaucoup ici qui pourraient me poser des cols sur le nul n'est censé ignorer la loi. Bon. Et c'est un principe qui fait que maintenant, tout est organisé pour empêcher de faire, alors que tout devrait être organisé pour encourager à faire. Voilà. J'en ai parfaitement conscience. Même pour vous, les maires. Même la question du beau. Je sais bien que le beau est subjectif. C'est un sujet qui me passionne. Je sais bien que c'est subjectif, le beau. Mais mieux vaut faire laid et légal que beau en ayant pris le moindre risque d'adaptation. Moyennant quoi, on voit surgir de terre des cubes parfaitement légaux, mais enfin, dans le meilleur des cas, parfaitement insipides, dans le pire, on est catastrophé. Hein. Donc, vraiment, on va faire un immense travail avec le Parlement et l'association pour vous apporter des réponses. Alors, sur la DETR, Madame le préfet recevra la circulaire d'application dans les jours qui viennent et les premiers crédits, Madame le maire, pourront être affectés dès juin. Et naturellement, on a pris des engagements pour qu'il n'y ait pas de recul par rapport à la DGE et à la DDR. Je crois que c'était à peu près 5 millions pour le Cher. Je parle sous votre contrôle, mais 6 millions, voilà. C'est cet ordre d'idée, et ça sera mis en place dès le mois de juin. Voilà. Vous avez la réponse à votre question. Merci, Monsieur le Président. Donc, deux dernières questions. Tout d'abord, Jean-Pierre Charles, sur les services publics et la revitalisation des territoires. Et ensuite, je laisserai la parole à Michel Autissier sur la désertification médicale. Monsieur le Président, bonjour. Dans le Cher, mais aussi dans de nombreux départements, nombre d'élus sont engagés dans une politique volontariste de lutte contre la désertification et pour l'accueil de nouveaux habitants. Il ne s'agit pas seulement d'une utopie sympathique à la mode un peu 68arde, le bonheur dans le pré, mais bien plus sérieusement d'une réflexion profonde sur la question de l'aménagement harmonieux du territoire national, où la prise en compte des aspirations des habitants à vivre et travailler là où on le souhaite en fonction des moments de sa vie se conjugue parfaitement avec la lutte contre les gâchis économiques, écologiques, sociaux, humains et démocratiques engendrés par les concentrations urbaines, mais surtout par l'habitat contraint. Les travaux universitaires à ce sujet ne manquent pas. Les ruraux sont devenus mobiles, réactifs, productifs. Bref, les ruraux sont modernes. Ces politiques de revitalisation territoriale et de reconstruction patiente du tissu économique local rencontrent le succès à plusieurs conditions, dont 3 majeures. Que l'ensemble des acteurs soient mobilisés sur le même objectif, que les collectivités disposent des moyens de procéder aux investissements de rénovation et de création de services aux habitants, mais également aux entreprises, et que les services publics nationaux soient non seulement maintenus, mais si possible améliorés et modernisés. Monsieur le Président, depuis plusieurs années, mais avec une accélération notable dans ces derniers mois, cette énergie qui nous anime se heurte aux annonces régulières de suppression de services publics. Oh, certes, nous ne sommes pas attachés au symbole. Comment dirais-je, nous préférons des gendarmes que des gendarmeries, et nous préférons des enseignants que des classes vides éventuellement. Mais lorsque les professeurs ne sont pas remplacés, qu'une lettre peut mettre 8 jours pour partir de ma mairie et pour aller à 2 km, que le temps d'intervention des gendarmes peut atteindre 50 minutes, que la fermeture de la quasi-totalité des trésoreries rurales oblige nos employés communaux à faire quotidiennement des dizaines de kilomètres pour transmettre les documents comptables, vous voyez bien qu'il s'agit d'une question de qualité.
En vérité, cette potion est parfois bien amère et cette politique est vécue par la grande majorité de nos habitants comme une profonde injustice, c'est une chose, mais surtout, nous le pensons, à bien des égards, comme effectivement une antinomie avec ce dynamisme de la ruralité et cette vision nouvelle de l'aménagement du territoire qu'un grand pays comme le nôtre peut avoir. Ainsi, parce que la condition sine qua non du grand respect est la franchise, Monsieur le Président, ma question revêt la forme d'un vœu. Considérant que l'actualité économique et votre excellente proposition récente de taxation des mouvements financiers nous démontrent que des moyens existent pour financer des services publics de qualité, êtes-vous prêt à demander au gouvernement à renoncer aux centaines de suppressions d'emplois publics programmées dans notre département cette année 2011 ? J'ai conscience que vous avez répondu en partie à ma question, à la réponse aux collègues, mais je pense qu'elle mérite un complément. Merci, Monsieur le Président. Non, mais bien sûr, je vais y répondre. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit et qu'il y ait le désaccord entre nous, Monsieur le maire. J'étais le ministre de l'Intérieur qui a redéfini les espaces géographiques de compétence entre la police et la gendarmerie. Ça avait provoqué beaucoup d'inquiétudes. Mais en même temps, je vous avais convaincu que le délinquant ignore les limites administratives de la gendarmerie ou de la police. On l'a fait, plus personne ne s'en plaint. J'ai été, Monsieur le maire, le ministre de l'Intérieur qui a créé les communautés de brigades. Oh là aussi, j'en ai entendu. Pourquoi je l'ai fait? Dans certains cantons, une brigade de gendarmerie était ouverte tous les jours et recevait un administré tous les 2 jours. Mais le gendarme qui était dedans, il est bien mieux à faire une tournée, une patrouille dans le canton qu'à attendre le chaland dans la gendarmerie. Là aussi, on a changé. Et c'est mieux. Bon. Alors, la réforme de la carte judiciaire, je sais qu'elle vous a fait souffrir, mais enfin, depuis 1958, on n'y avait pas touché. Nous avions 1280 institutions judiciaires, on l'a ramené à 780. Mais la justice de proximité, c'est pas d'avoir un tribunal d'instance dans sa ville, c'est de pouvoir obtenir un jugement que l'on comprend dans des délais raisonnables. Les communautés hospitalières de territoire, Monsieur le maire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'importe quel obstétricien vous expliquera que moins de 300 accouchements dans une maternité, ça devient dangereux. Dois-je tout maintenir? Est-ce qu'on doit toujours mentir aux gens? Leur dire, je ne dis pas que c'est vous naturellement, mais leur dire tout ce qu'ils veulent entendre sans tenir compte. Il y a 69% des hôpitaux de France qui sont en déficit. Est-ce que je peux continuer? C'est quand même des questions qu'il faut poser aux citoyens français. Vous êtes tous, et vous le premier, Monsieur le maire, attachés à votre territoire, mais vous êtes attachés à votre pays. À l'époque de la télémédecine, qu'est-ce que vous voulez pour vos territoires? Avoir un hôpital de qualité où vous ne prenez pas de risque en allant vous faire soigner ou en envoyant vos enfants. S'il n'y a personne qui y vient, ça ne peut pas fonctionner. Bon, il faut quand même... Il y a un moment donné, on va mettre les gens en réseau. Ça ne veut pas dire fermer. Ça veut dire repenser le service public. On ne peut pas continuer comme on l'a fait. D'ailleurs, j'observe, Monsieur le maire, que maintenant, tout le monde m'explique qu'il y a 20 ans, c'était fantastique, mais moi, j'ai connu, j'étais enfant, on disait le 22 à Asnières pour parler du téléphone. Enfin, écoutez, l'insatisfaction à l'endroit de l'administration, c'est quand même pas d'aujourd'hui que ça se crée. Bon, vous me dites que une lettre met 8 jours. Bah, écoutez, faites les 2 kilomètres. Vous m'avez dit, pardon, non, une lettre met 8 jours. Moi, je pense que le service de la Poste, je vais vous dire quelque chose, et je rends hommage à M. Bailly, n'a jamais si bien fonctionné. Les points postes dans vos villages avec les commerçants, ça fonctionne très bien. Enfin, dernier point, Monsieur le maire. Vous parlez du désengagement de l'État, incroyable. Bon. Ça fait 25 ans que l'État finance une ligne de TGV par an. Une. Et je sais que votre famille politique est attachée au TGV et à la SNCF. Cette année, on en finance 4. Et peut-être que le TGV, pour le désengagement, ça vaut une trésorerie dans un village. Bon. 4.
Et parmi les lignes nouvelles, le schéma national d'infrastructure de transport pour 2030 a naturellement retenu le doublement de la ligne Paris-Lyon, pour lequel milite Rémy Pointreau. Le débat public sera lancé en octobre. La décision prise début 2012. Alors, j'ai bien noté l'intérêt que ça passe par Bourges. J'ai bien noté ça. J'ai choisi Bourges. J'ai pas choisi Nevers. Bon, encore qu'il peut y avoir. Voilà. Mais cet effort ne se limitera pas au TGV. Le 1er janvier 2011, les 40 lignes de train dites d'équilibre du territoire, vous savez ce qu'on appelait les trains corail, l'État redevient l'organisateur des transports sur ces liaisons, ce qui est une nouveauté, avec 2 conséquences majeures. Aucune desserte, aucune gare, aucune liaison ne sera plus supprimée. Vous parlez d'un désengagement. J'ajoute que j'ai demandé le renouvellement du matériel roulant sur ces lignes et 300 millions d'euros viennent d'y être affectés. Ça c'est de l'engagement de l'État. Mais je pense que pour vos territoires, c'est plus important qu'on investisse dans des TGV ou dans des lignes d'équilibre du territoire que dans des trésoreries. Au moment où avec l'informatique, les téléconférences, les télétransmissions, on n'a plus besoin de faire comme on faisait avant. Moi, je me souviens, quand je suis devenu maire, on avait à l'état civil une fonctionnaire absolument admirable qui écrivait à la boule. Et tout le monde voulait son livret de famille écrit. Bon, d'accord, mais non, je respecte beaucoup. Mais maintenant, tous nos enfants travaillent sur l'ordinateur, manient ça avec une rapidité stupéfiante. L'informatique est arrivée, on ne peut pas travailler de la même façon. Donc, l'État va s'engager puissamment sur le numérique, pour qu'il n'y ait pas de fracture numérique, monsieur le maire, puissamment sur les transports. Mais on ne gardera pas un tribunal qui se meurt avec un juge d'instruction tout seul dans son coin, 2 audiences la semaine. Vous comprenez? Il vaut mieux que vous gardiez votre hôpital en maison médicalisée. J'aurais pu parler de la réforme de la dépendance, qui est un sujet absolument majeur, notamment pour les finances des départements, sur lesquels nous prendrons des décisions avant l'été. Mais voilà, je pense que c'est bien mieux d'investir dans vos transports, dans le numérique, dans la recherche, dans vos pôles d'excellence, vos PER, que d'investir dans des services publics qui étaient extrêmement pertinents il y a 50 ans, mais qui ne sont plus pertinents de la même façon à l'époque du télétravail, de l'informatique, de l'ordinateur dans toutes les familles, du numérique, de l'Internet et de la société qui est la nôtre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si vous voulez qu'on fasse plus de TGV, on ne peut pas garder le bureau de poste pour tout le monde ouvert avec vraiment la casquette, vous savez, au liseré jaune, et le postier qui dit « Mon métier, c'est la poste, pas le service public. Le service public, c'est la polyvalence. » Et c'est peut-être là qu'on a un désaccord. Il n'y a pas de non, pas souvent, mais il n'y a pas de désengagement de l'État. Il y a au contraire un investissement de l'État, mais il est différent. Je suis désolé parce que sans doute j'abuse de votre patience, mais c'est tellement passionnant de s'expliquer et de dire et d'essayer de trouver les solutions entre nous. Et mon devoir, c'est aussi d'expliquer ça, de venir vous rendre compte et d'expliquer la cohérence. Je ne dis pas qu'on choisit bien. Je dis que nos choix sont cohérents. Voilà, je plaide pour la cohérence. Alors, les faits verront si c'est vous ou vous ou moi qui ai raison. C'est les faits qui trancheront. Mais ce que je veux plaider, c'est la cohérence de notre stratégie. Il y a une stratégie, il y a une pensée, il y a une cohérence derrière ça. Et qui consiste à ne pas faire le choix de la facilité. Peut-être la dernière question. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur Michel Autissier, sur la désertification médicale. Michel Autissier, maire adjoint d'Aubigny et conseiller général. Bonjour, Monsieur le Président. Écoutez, j'espère que la désertification va vous passionner autant que le reste. En tout cas, le Cher, qui fait partie des 22 départements pilotes pour expérimenter le dispositif plus de services au public.
Dans le cadre de ce dispositif visant à renforcer l'accès à ces services en milieu rural, figure la problématique de la désertification médicale. Comment remédier à cette désertification est le problème récurrent auquel nous sommes confrontés depuis plusieurs années. Le rapport Hubert, qui offre des pistes intéressantes, met en avant les maisons médicales, auxquelles je sais vous êtes très attachés, qui ne peuvent cependant fonctionner sans nouveaux médecins sur le territoire. Alors ma question, c'est une question de conseiller général, mais également de médecin généraliste. C'est de vous poser cette question: pourquoi retarde-t-on autant la mise en application d'un numerus clausus à l'installation qui reposerait, par exemple, sur une cartographie des quotas liés aux besoins dans chaque région? Ce dispositif est appliqué dans bon nombre de pays au jour d'aujourd'hui, et je pense que ce ne serait pas un recul par rapport au libéralisme, puisque les pharmaciens, d'une part, les notaires, d'autre part, les infirmières sont en train d'y réfléchir, les dentistes également, et ce serait plutôt, dans le cadre de ce que vous proposiez tout à l'heure, une grande avancée et un grand changement des mentalités. En plus, ça ne coûterait rien à l'État. Merci de votre réponse, Monsieur le Président. Vous vous rendez compte, je m'en sors bien, la dernière question qui ne coûte rien. Voilà, c'est vraiment... Alors, c'est un sujet extrêmement important et très compliqué, sur lequel il nous faut prendre des décisions rapidement. D'abord, un élément de principe, je crois plus, Monsieur le maire, à l'incitation qu'à l'interdiction. D'expérience de notre pays, ce qui incite, surtout pour des professions libérales, est toujours meilleur que ce qui interdit. Alors, je m'en explique. D'abord, on a un problème de médecins généralistes. Ce problème, vous allez le comprendre très facilement. Un médecin, c'est environ 9 années d'études. Sur ces 9 années d'études, il passe 6 mois sur le terrain dans un cabinet médical. Il passe 8 ans et demi à l'hôpital. Alors, j'entends bien que l'hôpital, c'est le lieu naturel de la formation. Mais un jeune qui a passé 8 ans et demi de formation à l'hôpital, il n'a qu'une seule idée, c'est rester à l'hôpital. Donc, avec Xavier Bertrand, nous allons rééquilibrer les études médicales pour chercher de nouveaux maîtres de stage et convaincre un certain nombre d'étudiants en médecine qu'ils apprendront autant à suivre le généraliste dans son cabinet qu'à rester dans l'hôpital de la grande ville. Je crois que c'est fondamental, absolument fondamental. Parce que, je vais répondre sur le numerus clausus, mais vous pouvez faire un numerus clausus. Si tous les étudiants veulent être obstétriciens, anesthésistes, chirurgiens, si personne... Vous savez qu'il y a 10% seulement des étudiants en médecine qui veulent être généralistes. Hein? Donc, le problème, il n'est pas simplement qu'on manque de généralistes dans votre région, c'est qu'on manque de généralistes en France. Voilà. Donc, on va rééquilibrer ça, parce que je suis persuadé qu'un jeune étudiant qui participe à la vie du médecin généraliste en ruralité, il va trouver un bonheur extraordinaire qui est le bonheur de l'humanité, du diagnostic, de la polyvalence, du contact, de la fidélité, etc. Deuxième remarque, nous avons mis en place un système gagnant-gagnant. Nous avons dégagé 400 bourses, c'est-à-dire que pour 400 étudiants en médecine, c'est l'État qui va financer leurs études, et en échange, ces étudiants s'engagent à aller exercer pendant 5 à 10 ans, la contrepartie de leurs études, dans des régions où il n'y a pas assez de médecins. Voilà, vous voyez. Bon. On a fait la première expérience l'année dernière. Sur les 400, on en a déjà pris 200. Mais vous voyez bien la difficulté, c'est qu'on ne peut les faire venir... On ne peut pas obliger quelqu'un à devenir généraliste. Et on ne peut pas obliger quelqu'un à être... vous voyez le médecin qui arrive en faisant la tête... le regarder comme ça. Donc ça, c'est la deuxième remarque. Troisième remarque, je crois aux maisons pluridisciplinaires. Nous en avons décidé 250 de plus et l'État participe au financement à hauteur de 35%.
écoutez, il se passe quelque chose d'absolument magnifique et très intéressant. Il y a 30 ans, le rêve d'un jeune médecin, c'était de s'installer en cabinet libéral, seul, pour avoir sa propre boutique. Aujourd'hui, nombre de médecins rêvent d'être salariés et la judiciarisation de notre société est telle, les mises en cause de responsabilité sont si fréquentes qu'on se dit, oh là là, le suivi de la compétence, parce que les productions scientifiques, nul, aussi brillant soit-il, ne peut les digérer, qu'on veut exercer en maison pluridisciplinaire, avec le kiné, l'infirmière, etc. Donc voilà. Ça, c'est tout ce que nous allons faire. J'ajoute que nous travaillons sur quelque chose, c'est une proposition, je ne dis pas qu'on l'a décidée, mais elle m'intéresse beaucoup, cette proposition, qui consiste à modifier les conditions de rémunération d'un médecin. Alors, docteur, ne m'envoyez pas, hein, laissez-moi aller jusqu'au bout. Jusqu'à présent, le médecin est payé à l'acte. Et je crois que c'est juste, il faut que ça continue comme cela. Mais je me demande s'il ne convient pas de réfléchir à une rémunération complémentaire, hein, c'est-à-dire ça ne remplace pas le paiement à l'acte, mais complémentaire, dans la mesure où j'estime qu'un médecin qui exerce dans une région où il n'y a pas de médecin remplit une mission de service public. Donc, doit être rémunéré pour cette mission de service public. Oui, le médecin à Paris, où il y a 4 médecins au pâté de maison, joue un rôle très important pour la santé publique, mais n'exerce pas la même mission de service public que le médecin en ruralité, où il n'y a pas un médecin à 80 km à la ronde. Donc, je pense qu'on peut rémunérer cette mission de service public, ce qui voudrait dire que dans des régions à sous-démographie médicale, on serait plus payé quand on est médecin que dans des régions à sur-démographie médicale. Ce qui me permet de conclure en vous disant que l'égalité, ce n'est pas de donner la même chose à tout le monde. Et oui, enfin, je m'en explique. La vraie égalité, c'est de payer plus quelqu'un qui va exercer dans une région où il n'y a pas assez de gens pour exercer son métier. L'unité, c'est pas l'uniformité. Ce que je disais sur les normes qui devraient s'appliquer différemment, l'unité, c'est pas l'uniformité. L'égalité, c'est pas l'égalitarisme. Voilà. Alors, je ne veux pas fuir sur le numerus clausus. Je sais que les infirmières l'ont adopté. Je me renseignais d'ailleurs sur cette question. Les kinés sont en train d'y réfléchir, hein, si mon souvenir est exact. Je ne suis pas a priori contre y réfléchir, même si, docteur, monsieur le maire, le numerus clausus, c'est quand même une gestion administrée d'une profession qui est connue pour son aspiration à la liberté. Donc, j'aimerais que ça vienne en dernier recours, si jamais toutes les mesures que je vous ai proposées ne fonctionnaient pas. Enfin, dernier point, quand retiendrons-nous toutes ces mesures ? Le ministre Xavier Bertrand y travaille, vraiment je m'y investis beaucoup. Avant l'été, on aura pris les décisions. J'aurais tant d'autres choses à vous dire sur la paperasserie, les médecins n'en peuvent plus. Est-ce que vous avez vu ce que représente le dossier médical pour faire entrer une personne âgée dans une maison médicale? C'est proprement effrayant. Hein, c'est quelque chose de... Bon. Et alors, comment ça se passe? Les gens ne peuvent pas répondre à ça. Donc, on va voir son médecin et on lui dit « répondez à notre place ». Mais le médecin n'est pas fait pour remplir des dossiers, il est fait pour consacrer du temps médical. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Mesdames et messieurs, je vous assure, c'était pour moi un grand plaisir de dialoguer avec vous. Je remercie tous ceux qui sont venus parce qu'ils se sentaient proches de moi, ceux qui sont venus parce qu'ils se sentaient loin de moi, ceux qui sont venus en se disant « on verra bien la sortie ». Tous, nous avons participé à quelque chose qui est très important, qui s'appelle la démocratie et la République. Je vous remercie.